Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons parler maintenant de l'application de la méthode de variation à l'interaction de Van der Waals. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est? Vous le savez, les charges électriques s'attirent ou se repoussent. Deux charges électriques de même signe se repoussent et deux charges électriques de signe opposé s'attirent. Au contraire, des particules neutres ne s'attirent pas ou ne se repoussent pas, du moins avec l'interaction électromagnétique. Les atomes, dans leur état habituel, sont neutres. Ils ont un noyau chargé positivement et des électrons dont le nombre placé autour du noyau compense exactement la charge électrique. Donc, habituellement, on s'attendrait à ce que les atomes ayant une charge totale 0 ne s'attirent pas par interaction électromagnétique. Mais le fait est que les électrons sont en mouvement autour du noyau et le déplacement des atomes fait varier les interactions entre charges et peut donc produire une force résiduelle de faible intensité appelée force interaction de Van der Waals. Alors, on va discuter de l'utilisation de deux méthodes. D'abord, la méthode de perturbation, qui va permettre d'apporter des informations utilisables, qui pourront alors être utilisées avec la méthode des variations. C'est d'autant plus utile que ça nous fournira un encadrement sur cette interaction, sur l'énergie d'interaction. Alors, on a donc deux atomes, on va dire deux atomes d'hydrogène. Donc, on a deux protons, qu'on va dire à distance R, selon l'axe Z, et deux électrons, chacun autour de son proton, 1, 2, on va noter A, B, avec les distances R1 et R2. Alors, l'hamiltonien non perturbé, ce sera simplement l'hamiltonien du premier atome d'hydrogène plus l'hamiltonien du second atome d'hydrogène. Et la perturbation sera donnée par les interactions entre les charges de chaque atome. On a donc l'interaction entre les deux protons, E carré sur R, qui est d'ailleurs une constante, enfin du moins tant que R ne varie pas, plus E carré sur R12, c'est l'interaction entre les deux électrons, moins E carré sur R1b, l'interaction entre l'électron et l'autre proton, moins E carré sur R2a, évidemment, dans l'autre électron avec le premier proton. Les solutions pour l'hamiltonien non perturbé, c'est comme pour l'hélium, ça sera U0 est égal à U100 R1 fois U100 R2. Ce qu'on veut, c'est alors l'interaction, l'hamiltonien d'interaction ici est d'assez petite taille, du moins quand R, d'assez petite, la valeur de H' est assez petite, du moins quand R est grand par rapport à A0, donc la distance entre les atomes d'hydrogène est plus grande que leur taille donnée par le rayon de bord. Et donc ce qu'on veut, c'est la variation avec R. Donc pour étudier ça, on développe H' en fonction de 1 sur R. Donc on obtient un terme constant, plus un terme en 1 sur R, plus un terme en R carré, etc., etc. Je vous passe sur ce calcul. Et en ne gardant que les termes les plus importants, qui sont en 1 sur R cube, on obtient E carré sur R cube,
fois x1, x2, plus y1, y2, moins 2 fois z1 fois z2. X, Y, Z étant les coordonnées de chaque électron, bien entendu. Notons que ceci correspond à l'interaction dipôle-dipôle. Donc on a deux dipôles avec une extrémité positive et une extrémité négative. C'est l'interaction entre les deux dipôles. Les termes négligés, en R sur 4, en R sur 5, sont les interactions de type quadripôle ou d'ordre plus élevé et d'une intensité beaucoup plus faible. Notons que cet hamiltonien est impair en toutes les coordonnées. C'est-à-dire que si on change le signe des coordonnées, x, y, z, on change le signe de l'hamiltonien. Et ça implique que la moyenne donne 0. La moyenne dans l'état de base. Parce que on a à la fois les termes positifs et les termes négatifs de la fonction qui s'annulent. Donc on doit passer au second ordre. Et l'énergie d'interaction sera alors donnée par la somme sur n différents zéros de 0 h'(n), cette fois-ci, pas seulement 0, bien entendu. De toute façon, on exclut 0 ici, au carré, divisé par E0 moins En. Ça, c'est ce qu'on obtient avec la théorie des perturbations. Notons que ce terme-là, il est positif, et E0 étant l'énergie minimale, mon chien fait encore des siennes, je suis désolé. E0 étant l'énergie minimale, ce terme-là est négatif. Et donc, l'énergie d'interaction est négative. Ce qui correspond à une liaison, c'est-à-dire une force attractive. Alors, on utilise ceci pour calculer la moyenne ici. Je vous passe aussi sur ce calcul un peu lourd et on obtient que W en fonction de R est alors supérieur ou égal à moins 8e carré fois A0 cube, A0,5 exposant 5 divisé par R exposant 6. Voilà pour le calcul utilisant la théorie des perturbations qui donne une borne supérieure. Notez qu'on dit que ceci est plus petit que WR, mais en fait, étant donné que c'est négatif, c'est dans l'autre sens, donc c'est une borne supérieure. Là, pour la théorie des variations, on peut exploiter ceci. On sait maintenant que l'énergie d'interaction est en R exposant 6. D'ailleurs, notons que c'est une décroissance très rapide. Avec la distance qui croît, la force, l'énergie et la force d'interaction diminuent très très vite, en exposant 6. Et c'est un peu logique, puisque globalement, ces deux atomes d'hydrogène sont neutres, donc on imagine bien qu'à grande distance, ils se voient comme des particules sans charge électrique, neutres, et donc ne vont pas s'attirer. Ce n'est que quand ils sont plus près que le mouvement des électrons dans chaque atome va faire que, globalement, il y a une attraction. Notons que pour la méthode de variation, on veut utiliser une fonction d'onde de test psi. Si la fonction d'onde ne dépend pas de la distance R, supposons qu'elle ne dépende pas de la distance R. Dans ce cas, on trouve que
l'énergie va varier en 1 sur R cube. En fait, elle varie comme H'. Donc la fonction d'onde ne dépend pas de R, et donc la dépendance, la valeur moyenne de l'énergie dépend de H' qui varie en 1 sur R cube. Donc ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une fonction d'onde qui varie avec la distance. D'ailleurs, c'est logique. Si les deux atomes s'écartent, la fonction d'onde de l'ensemble va forcément changer. Si elle est proportionnelle à R, alors, à 1 sur R pour être plus exact, si la fonction d'onde varie en 1 sur R cube, alors en prenant la moyenne, R cube fois R cube, on aura du 1 sur R6, ce qui est le résultat recherché. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, quand on utilise la méthode des variations, on essaie d'utiliser toute l'information qu'on peut avoir pour avoir la meilleure fonction de test possible. Et ici, une information, on en a une. Donc on l'exploite. Et donc on va prendre comme fonction de test U100 R1 fois U100 R2, les fonctions de base, fois 1 plus A H', de façon à avoir une moyenne en H' carré, et donc 1 sur R6. Et A est le paramètre, simple paramètre, que l'on va faire varier. Alors on fait ce calcul, donc on calcule l'énergie de l'état psi avec l'hamiltonien, on fait varier A, et ce qu'on trouve, après un calcul un peu lourd, c'est que W de R est inférieur ou égal à moins 6 E carré à 0,5 sur R6. Et comme on voit, ben voilà, on a obtenu une valeur par la théorie des perturbations, une valeur par la théorie des variations, et on voit donc que WR est compris entre 6 fois cette valeur-là sur R6 et 8 fois cette valeur-là. En prenant des fonctions test plus précises, meilleures, on trouve que c'est de l'ordre de moins 6,5 fois E carré à 0,5 sur R6. Et c'est plutôt bien vérifié par l'expérience, même si ce type de mesure est délicat, car cette interaction est très faible et diminue très vite avec la distance. Mais on peut quand même la mesurer et vérifier ses effets, en particulier avec les molécules organiques en chimie, où les interactions de Van der Waals peuvent jouer un rôle important dans la cohésion des molécules chimiques telles que les protéines et d'autres molécules. Notons que dans ce calcul, nous avons négligé les interactions de type quadrupolaire et autres, ça je vous l'ai dit, ce qui est légitime, mais on a négligé aussi autre chose. C'est la vitesse de transmission des interactions électromagnétiques. Les électrons sont en mouvement, ce qui a un effet sur la force d'attraction entre les électrons et les protons, et le temps avec lequel l'interaction va se propager, la vitesse à laquelle l'autre électron ou le proton va réagir au mouvement de l'électron dépend de la vitesse des ondes électromagnétiques. Ça ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Dans un traitement totalement relativiste, alors si nous allons jusqu'à là dans nos vidéos, nous en reparlerons, dans un traitement purement relativiste, on trouve que si la distance R est grande par rapport à la longueur d'onde des transitions électroniques, qui est de l'ordre de 137 fois A0, alors l'interaction varie en 1 sur R7. Pour des plus courtes distances, elle varie grossièrement comme sur R6.
c'est une prédiction relativiste, mais en réalité, elle n'est pas vérifiable expérimentalement. Parce que 137 à 0, c'est grand. Là, nos atomes, ils sont très éloignés. Et l'interaction devient si faible qu'elle n'est plus mesurable avec les moyens dont nous disposons. D'autres effets viennent perturber les mesures et rendent la mesure de la force de Van der Waals à cette distance totalement illusoire. Voilà pour Van der Waals. Alors, un petit mot sur l'hélium. Nous avions parlé de l'hélium dans la vidéo précédente. Nous avions négligé le spin. Alors, un petit mot sur le spin. C'est intéressant. Dans la méthode des variations, de toute façon, c'est une réflexion relativement générale. On a dit qu'on négligeait les interactions, soit, on peut toujours ici dire, bon, on néglige les interactions, mais il faut tenir compte du fait que les électrons sont des fermions, et que la fonction d'onde totale doit être antisymétrique. Nous l'avions vu. Dans l'état de base, ça ne change rien, même dans un état perturbé, avec représenté par notre fonction test par exemple, avec l'interaction. Ça reste une fonction totalement symétrique. Elle est totalement symétrique parce que les deux électrons sont totalement équivalents, tous les deux dans leur état de base, au premier niveau excité, non excité, hein, et donc on peut les échanger, on obtient toujours la même fonction d'onde. La fonction d'onde étant totalement symétrique, il faut utiliser une fonction qui décrit les spins qui, elle, est antisymétrique, pour que le tout soit antisymétrique. Et donc, il faut que nos deux électrons soient dans des états de spin opposés, pour l'atome d'hélium. Ici, je ne parle pas de Van der Waals, hein. Je parle de l'atome d'hélium. Il faut que nos deux électrons soient dans des spins opposés, dans l'état de base. C'est ce qui est observé. Si un des états est excité maintenant, on va donc avoir un état U100 R1, U200 R2. Un des électrons passant dans l'état excité juste supérieur. Mais cette fonction d'onde n'est ni symétrique ni antisymétrique. Donc, on va faire plus, elle se décompose en deux solutions, une symétrique, une antisymétrique, on a vu que c'était toujours possible, U100 R2, U200 R1. Donc on échange le rôle des deux électrons. Ou les mêmes fonctions, mais avec un moins. La première est symétrique, solution est symétrique, la deuxième est antisymétrique. La première étant symétrique, elle doit être multipliée par la fonction d'onde antisymétrique des spins, donc le singulet, comme ceci. Et celle-ci étant antisymétrique, on la multiplie par une fonction d'onde de spin symétrique qui est donnée par le triplet des deux spins, qui sont alors, là ils sont parallèles, et là ils sont antiparallèles, qui forment alors un triplet. On avait déjà vu ce tableau avec les différentes combinaisons de deux spins. Rappelez-vous qu'on a étudié la combinaison des moments angulaires et les coefficients de Clebsch-Gordan. Donc, celui-ci a les deux spins parallèles et celui-ci a les deux spins antiparallèles. Alors, si on fait le calcul de l'énergie d'interaction, intégrale psi star h' psi, ce qu'on obtient, c'est qu'avec le deuxième ici, l'énergie est plus grande.
Et donc, dans une situation relativement stable, avec un état excité, le système aura tendance à être dans cet état-là. Cette fois-ci, avec des spins parallèles. Cette énergie plus grande, dans le cas des spins antiparallèles, n'est pas du tout due à une interaction de spins. On l'a négligé. On n'en a pas tenu compte des interactions entre les spins, interactions de type magnétique, qui interviennent d'ailleurs pour une moins grande importance dans l'hamiltonien. Ce phénomène d'énergie plus élevée ici n'est pas dû à une quelconque interaction. C'est un effet des comportements statistiques, du principe d'exclusion. Avec des spins parallèles, le principe d'exclusion fait que les particules ne peuvent pas être trop proches. Non pas à nouveau à cause d'une quelconque interaction, mais simplement parce que ces états où les deux électrons seraient dans le même état exactement, ces états n'existent pas. Ils sont exclus. Et donc, avec des spins parallèles, les deux électrons ont tendance à être plus éloignés autour de l'atome. Avec des spins antiparallèles, ils peuvent être très proches. De toute façon, leur état sera différent. Ils ont tendance à être plus éloignés, et l'interaction entre électrons va faire que l'énergie totale sera plus faible dans ce cas-là, puisqu'ils seront plus éloignés. Voilà. Donc, ce qu'on pouvait dire, c'est la technique d'approximation des variations, et le petit mot sur le spin. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons une autre technique que j'ai citée, juste citée la précédente vidéo, c'est l'approximation WKB. Je vous remercie.